Épisode spécial, premier épisode sur les jeux de combat. On va parler dans une nouvelle section des jeux Level 99 BattleCon Exceed, en l'absence de Jean-Charles, car il est en retard. Et on va commencer par... Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, tu m'as demandé d'être habillé en flash. Flèche. Flesh and Blood. C'est plus logique. Bon, t'as déjà joué à Flesh and Blood déjà? Ouais, une fois, c'était... Bon, c'est une catastrophe, ça commence bien. J'ai une idée, je vais te chercher quelqu'un. Tom lui, je crois qu'il connaît. Eh ben écoute, pour une fois, t'as été rapide. Un super-héros cassé le même jour. Donc, je reçois Tom. Bonjour. Que vous connaissez peut-être par les story duels de First Player. C'est celui qui gagne toutes nos parties quand on fait des parties ensemble. C'est ça, le but en fait, c'est que les gens votent plus pour moi. Oui, c'est juste pour ça que je viens. Votez pour Tom sur First Player, sur les stories Insta. Tom est un grand spécialiste de Flesh and Blood. On s'est mis ensemble à Flesh and Blood. Tu as à peu près 800 à 1000 parties d'avance sur moi, plus le QI. Donc on va parler de Flesh and Blood. Alors l'idée c'est de faire des vidéos assez courtes pour une fois, une série de vidéos sur différents jeux de combat. On commence par Flesh and Blood, et c'est de vous faire des introductions et de zoomer dans le détail au fur et à mesure des vidéos. Donc là, cette vidéo, elle va être plus pour des néophytes, à la fois de TCG, JCC, puis on va définir ce que c'est, et à la fois, qu'est-ce qui nous a fait aller sur Flesh and Blood, qu'est-ce qui nous plaît dans Flesh and Blood, par rapport à d'autres jeux, comme les jeux du moment, que sont Lorcana, Altered, et en Kickstarter, il a fait, je crois, 1,5 million Je ne sais plus à combien il est, en 24 heures. Il est à beaucoup. Mais comme tout le monde parle de ces jeux-là, et que nous, on veut pas plus d'abonnés sur cette chaîne, on va vous parler de Flesh and Blood. Et que Flesh, c'est mieux. Et que Flesh, c'est mieux. Alors, si, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques, mais restez. On achète des cartes qui sont présentées sous forme de display, de booster. Et chaque booster va contenir des cartes réparties au hasard, avec des niveaux de rareté. Et on nous garantit un nombre de common, de cartes vraiment communes, un nombre de cartes rares et de cartes super rares par display. Ou tous les X displays, je crois que c'est 7 ou 8 displays, les légendes. Les légendaires? Ouais. Alors, il n'y a pas de garantie, mais en moyenne, c'est 1 tous les 4 displays. Tous les 4 displays, d'accord. Et en fait, chaque joueur va construire un deck avec les cartes qu'il a achetées ou qu'il a gagnées, enfin, qu'il a récupérées. Il va affronter un joueur qui a fait la même chose de son côté. Donc en fait, c'est pas j'achète un jeu et on peut convivialement jouer ensemble au même jeu. C'est chacun apporte son matériel, on s'affronte, on se tape, et généralement c'est compétitif. Généralement, ce sont des jeux de duel. Le but c'est de tuer l'adversaire. Lorcana est une exception parce que c'est Disney. On va essayer de faire des points d'histoire plus vite que l'adversaire, mais c'est globalement une course. Mécaniquement, c'est pareil. Mécaniquement, c'est exactement pareil, c'est les mêmes ressorts. Alors, des cartes, on peut les acheter donc, en boutique, on peut les acheter à l'unité sur des sites dédiés à la vente entre particuliers. Il y a beaucoup de professionnels aussi là-dessus. Il y a des cours de cartes qui peuvent être de 2 centimes à des centaines d'euros, et c'est ça qui fait qu'il y a une allergie des joueurs traditionnels pour ce type de jeu, parce qu'il y a un système économique derrière qui est basé sur l'addiction et qui peut être assez malsain. En fait, on a le sentiment que le plus riche va gagner, et Tom et moi, c'est le parfait contre-exemple, parce que je pense que je suis plus riche que toi, et je me fais éclater en moyenne, et pas que. Tout ce que je viens de dire, ça concerne tous les jeux de cartes à collectionner, que ce soit Magic, on n'en a pas parlé, mais c'est le premier qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Il y a donc Lorcana, Altered,
dont on a parlé. Star Wars Unlimited sort cette année. One Piece Dragon Ball, c'est le même jeu rethématisé. Et il y en a plein d'autres qui ont essayé, il y en a plein d'autres qui sont échoués. Dans les gros, t'as Pokémon, t'as Yu-Gi-Oh! Qui sont des vétérans aussi. Oui, moi je connais pas du tout ces licences. Il y a beaucoup de jeux adaptés de licences, et puis d'autres comme Flesh and Blood où on crée un univers. Là-dedans, qu'est-ce que c'est que Flesh and Blood par rapport au reste? Alors, on va jouer 2 combattants qui vont s'affronter dans un duel, dans un univers qui est médiéval fantastique. Oui, c'est globalement un univers qui va piocher un peu à droite à gauche pour satisfaire les besoins de telle ou telle thématique. Il y a du médiéval fantastique, il y a de la dark fantasy, il y a du steampunk, il y a du cyberpunk. Oui, ça va jusqu'au cyberpunk. Ça part un peu dans tous les sens, ça n'a pas beaucoup de cohérence, mais l'univers est au service du produit et au service des mécaniques et ça permet un peu de tout représenter, et ça reste relativement cohérent si on a une bonne suspension d'incrédibilité. Oui, on peut se retrouver avec une épée à 2 mains contre une grenade, absolument, une thermogrenade de Star Wars en fait, quasiment. Ouais. C'est assez rare, c'est quand même majoritairement de la fantasy, mais non. C'est bizarre. Ouais. J'en peux plus. Donc chaque joueur va incarner un héros, le héros a un certain nombre de points de vie et le héros va avoir une classe de personnages, donc les guerriers, les ninjas, les gardiens, etc. Qui vont avoir une restriction de cartes qu'il peut jouer. Va pouvoir jouer les cartes uniquement dédiées à sa classe. Alors il y a combien de personnages en tout? Je crois qu'il y a une 40aine de personnages. Il y a une 40aine de héros, après ça varie, il y en a qui sont plus légaux, il y en a, il en sort à peu près toujours des nouveaux, mais il y a une dizaine de classes. Lego, c'est légal Lego, c'est le pluriel de Lego. Il y a une dizaine de classes effectivement, et tout de suite on peut dire que les restrictions de composition de deck se font par classe de personnage. Donc soit on peut jouer, quand je suis ninja, je peux jouer que des cartes ninja et des cartes génériques, soit quand je suis guerrier, je peux jouer que des cartes guerriers ou des cartes génériques, etc., etc. Et ça, c'est une justification thématique qui est beaucoup plus présente que dans d'autres jeux type l'Orcana, si on peut citer que lui, où les cartes ont des couleurs, et on peut choisir que 2 couleurs dans son deck. En fait, ça donne une force très très thématique au jeu parce qu'on a vraiment l'impression d'incarner son personnage. On va en parler un petit peu plus tard, mais on va avoir l'impression d'aller donner des coups d'épée, de mettre des coups de dague, de faire des combos, et ça donne un attachement en fait au personnage, une sensation de faire ce qu'on fait qui est beaucoup plus présente, ce qui fait que c'est un jeu où les gens vont avoir tendance à jouer une classe, voire un héros, parce qu'ils s'y attachent et ils vont vouloir la tester dans toutes les configurations, dans tous les match-ups possibles, pour essayer de la maîtriser au mieux. Un petit peu comme, il y a un comparatif qui est extrêmement facile à faire avec des jeux de combat, avec du versus fighting, avec du Street Fighter. C'est pour ça qu'on dédie une section de jeux de combat sur la chaîne, qui va concerner autant Exceed et Battlecon, qui sont pas du tout des jeux de cartes à collectionner, et Flesh and Blood. Pour moi, je les mets dans une catégorie où il y a une grosse intersection en tout cas. J'ai plus le temps pour jouer à d'autres jeux de cartes. On va en parler. C'est important. Donc immersion thématique qui est super forte. Moi je joue beaucoup ninja par exemple. Je regarde des chaînes sur les ninjas. Toi tu joues. Moi je joue Skyfort. Tu joues Skyfort. Moi je suis fidèle. Et effectivement il y a cette espèce d'incarnation du héros qui va avoir des forces et des faiblesses par rapport à un héros. Il va être fort par rapport à un héros et faible par rapport à d'autres, mais il y a cette envie d'être fidèle à son héros, de vouloir customiser son deck avec les sleeves de son héros, etc. Donc immersion thématique qui est l'Orcana, vous pouvez jouer Cendrillon à côté de Scar, à côté de machin, tu pioches, c'est que les effets, j'ai des belles illustrations, niveau thème, c'est 0. Là, c'est 100%. Il y a cette immersion qui est thématique par donc la classe, mais aussi par des choix de design artistique. C'est-à-dire que par classe, je vais avoir un ensemble extrêmement cohérent de cartes qui vont avoir des illustrations très dans les mêmes couleurs, dans les mêmes thèmes, et y compris le bordure de la carte. Il y a même un effort sur les bordures de frame, il y a un effort sur pas mal de choses. Alors évidemment, c'est une esthétique qui plaît ou qui plaît pas. Forcément, il faut être attiré un petit peu par ce côté fantasy, par ce côté très extravagant quasiment dans certains personnages.
mais ça rend les choses d'autant plus attachantes, du coup d'autant plus que globalement LSS, qui est donc Legend Story Studio, qui est l'éditeur du jeu, ils ont tendance à avoir recours à plein d'artistes différents et des artistes qui ont beaucoup d'expérience dans le milieu du TCG notamment, donc ça rend particulièrement bien. Et en fait, moi, j'ai été un gros joueur de Magic. J'ai joué aussi à Vampire la Mascarade à l'époque, donc c'était vraiment avant les années 2000. C'est la première fois que je vais m'attacher, par exemple, je vais jouer une classe de personnages, non pas uniquement par rapport à ses mécanismes, on va voir que chaque classe a ses mécanismes, mais aussi par rapport à son univers graphique. Moi, il y a vraiment un TCG auquel ça me fait penser, auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, c'est L5R, donc Legends of the Five Rings. Légende des 5 anneaux. Qui avait déjà cette idée en fait de un certain nombre de clans. Et les joueurs avaient tendance vraiment à s'attacher à un clan, surtout d'autant plus qu'il y avait tout un système dans les tournois où ton clan où gagner avec ton clan faisait avancer l'histoire globale du jeu, ce genre de choses. Donc il y a un peu ce sentiment aussi dans Flesh and Blood. On sent qu'il y a quand même des anciens joueurs de L5R et j'en connais beaucoup des joueurs actuels qui ont joué L5R avant et qui s'y retrouvent. Ok. Donc à haut niveau, comment ça se déroule une partie? On zoomera dans une autre vidéo sur le détail des règles, mais globalement c'est une série de passes d'armes où un joueur à son tour va faire une action qui va devoir payer avec des ressources. Donc on se rapproche, mais on va voir que c'est très différent d'un système de Magic ou d'autres où on va payer de la mana. Là c'est pas appelé comme ça, mais c'est des ressources. Et chaque carte, ce qui est très différent, c'est chaque carte peut servir soit pour son action, soit pour de la mana. Alors vous avez dans Dragon Ball, dans l'Orcana, etc., le fait de, au début du tour, je peux mettre une carte dans ma zone de encre ou de mana, et de la même manière, chaque carte peut être convertie en mana. Ici, les cartes sont pas gérées comme des permanents qu'on va poser, mais c'est vraiment plus un système comme Race Force the Galaxy, où je dépense une carte de ma main pour payer l'action d'une carte de ma main. Et la carte qui me sert à dépenser la ressource, je vais la mettre sous mon deck, elle n'est pas défaussée. En fait, ce qui est fondamentalement différent entre Flèche et la quasi-intégralité des autres TCG sur le marché, c'est que tout ça, on va devoir le décider avec une main de 4 cartes. Il n'y a pas une histoire d'on va piocher une carte au début du tour. C'est on va récupérer 4 cartes à la fin du tour et avec ça, on va devoir faire toutes nos décisions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser pour régénérer des ressources, qu'est-ce qu'on va utiliser pour attaquer, qu'est-ce qu'on va utiliser pour se défendre. Et forcément, choisir de faire l'un, ça va impliquer de faire des compromis sur l'autre. Et une fois que ce cycle sera passé, on va repiocher 4 cartes. Oui. Donc il y a vraiment un tempo qui est complètement différent d'un jeu classique. Et ça se rapproche, je dirais, en faisant une far stretch, c'est d'un deck building dans le sens où je n'ai pas de permanent posé, ou très peu, il y a quelques exceptions, mais il faut composer avec sa main de cartes et on recomplète. Ce que tu disais, c'est on pioche pas 4 cartes, on recomplète à 4. Mais globalement, ce qui le distingue de la quasi-intégralité, enfin je connais pas tout, mais des JCC, c'est que Magic, l'Orcana, etc., vous installez des permanents, vous pouvez dédier une carte à de l'encre, à de la mana par tour, et en fait vos tours sont de plus en plus puissants. Ici c'est l'inverse, vous allez commencer avec de l'équipement, chaque personnage a 4 pièces d'équipement, tête, torse, bras, jambes, et à l'inverse, ça va être la plupart du temps des équipements que vous allez pouvoir utiliser une seule fois dans la partie. Et au fur et à mesure du combat, en fait, vous allez utiliser vos atouts et vos permanents vont se dégrader, voire se détruire. Et vos tours sont de moins en moins forts. Et ça rejoint l'immersion thématique c'est une série de passes d'armes où, au lieu d'être de plus en plus fort, je me fatigue. Ce qui reflète la fatigue du combat. C'est ça. Et l'usure du matériel. Et en fait, toutes les mécaniques du jeu tournent autour de ça, vu qu'on va avoir la possibilité, on va utiliser des cartes pour des ressources qui vont retourner sous le dessous de notre deck. Et du coup, si on les repioche plus tard dans la partie, en général, les cartes qui fournissent des ressources, c'est des cartes plus faibles. Donc, on devra faire avec des cartes plus faibles pour la fin de la partie. Donc, il y a vraiment ce sentiment une partie, ça se joue toujours jusqu'au bout. C'est contrairement à un Magic où on va avoir, j'ai une mauvaise sortie de mana, je fais une mana death, je peux rien faire. Là, comme ça se joue vraiment au tour par tour, c'est un jeu de micro-avantage. C'est un jeu de
prendre des meilleures décisions sur le moment et de prendre un peu du momentum, de reprendre la tempo. Il y a une grosse notion de tempo dans le jeu et ça rend les choses extrêmement différentes et du coup extrêmement intéressant à appréhender, surtout quand on a l'habitude ou qu'on est peut-être un peu lassé d'un système d'autres TCG qui sont relativement génériques, on va dire. Oui, moi honnêtement quand j'ai essayé l'Orcana, j'ai trouvé ça très sympathique, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse originalité par rapport à tout ce que j'avais essayé avant. Ici, la conséquence, c'est que il y a quand même, je fais une parenthèse, des classes de personnages et des héros qui font un peu plus d'installation que d'autres. Donc, si on aime ça, l'installation de board, on peut trouver quand même son compte là-dedans. Mais on est dans un jeu qui est beaucoup plus sec, beaucoup plus tactique, malgré le fait que la construction de deck qu'on fait évidemment avant la partie va être centrée autour de mécaniques et pas trop parce qu'on veut une stabilité de sortie de ces mécaniques quand on pioche des cartes. Mais ça va être un combat de couteau dans une cabine téléphonique. Moi j'ai tendance à dire, si vous aimez jardiner dans des grands jardins à l'anglaise, ici on cultive du bonsaï, quoi. C'est hyper mathématique, comme tu l'as dit, c'est serré et ça peut être frustrant en fait. Parce qu'on n'a pas des tours explosifs, et surtout en fin de partie où plus ça va, plus j'accumule de la mana, plus je peux jouer mes grosses cartes, plus je peux... Ici c'est en fait anticlimatique en fait, le climax quoi, à l'anglaise quoi. Oui, en fait, c'est atteindre le but que tu t'es fixé. C'est amené à 0, mais le but c'est pas d'avoir 20 points de vie quand l'autre arrive à 0. C'est vraiment donner le coup de grâce et s'en sortir. Mais ce qui fait que les parties sont serrées. En fait, c'est très rare qu'on ait l'impression de se faire rouler dessus à flèche. Ça peut arriver, mais même si tu te fais rouler dessus, en fait, les points de vie à la fin, ça va être genre 5-0 en fait. On commence avec 40. Et donc, en fait, on va avoir l'impression quand même que la partie est serrée parce qu'on sera échangé des coups, parce que on sera arrivé au bout et que c'est pas juste je vais me faire rouler dessus tour après tour et avoir l'impression de vraiment rien pouvoir faire. Ouais. Alors, tu disais qu'on commence à 40 points de vie. Il y a deux formats. Il y a le Blitz où on joue en 40 cartes minimum et on a des héros qui sont jeunes et qui ont 20 points de vie. Donc là, c'est des matchs qui sont très rapides, où la logique est très différente parce que dans l'autre, c'est le construit, classique construit, où on a minimum 60 cartes et les héros ont 40 points de vie. Si un personnage, et c'est pas forcément impossible, fait 25 points de dégâts dans un tour, il peut arriver que dans le construit, on se dise, vu mes cartes, j'ai intérêt à prendre 20 points de dégâts parce que je vais à mon tour punir en retour mon adversaire. En blitz, non. J'ai des amis qui jouent des decks agressifs et qui ont l'habitude de quand ils disent des miroirs de decks agressifs, de dire en fait la partie commence quand on a tous les deux plus que 10 PV. Parce qu'au début, on va juste faire j'attaque, je prends. Et puis à un moment, on va arriver tous les deux à 10 PV. On va faire OK, maintenant il va peut-être falloir que je commence à réfléchir à comment je bloque. Qu'est-ce que je fais. Ton adversaire, en fait, c'est en un coup, en un tour. Personnellement, alors les durées de partie, donc en blitz, en fonction des decks, c'est quand même très rapide. C'est une 15-20 minutes en blitz et c'est plutôt 30 à 40 en construit, sachant que le format tournoi c'est 55 minutes pour une ronde de construit, sachant que par rapport à beaucoup d'autres jeux, c'est du BO1, donc il y a pas c'est du best of one. Il y a pas de deux manches gagnantes comme peut y avoir à Magic, comme peut y avoir dans plein de TCG où en général c'est deux manches gagnantes. Là, c'est du BO1 et on side, donc on peut modifier son deck avant le début de la partie en connaissance du héros en face. En fait, quand on arrive à un tournoi, on arrive avec 80 cartes et on va en jouer 60. Et en fait, on va pouvoir adapter son deck avant le match en fonction de l'adversaire qu'on a devant soi. Et donc, on va introduire le principe de méta. La méta, c'est globalement quel est le rapport de force à un moment donné entre le héros, quels sont les héros les plus joués. Il y a des cartes qui sortent régulièrement dans des extensions. On va en reparler dans une minute, mais ça va potentiellement, il va y avoir des déséquilibres. Les déséquilibres sont réglés, on va aussi en parler au fur et à mesure des tournois. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a un héros très fort qui sort ou nouveau, ce qui fait que beaucoup de gens veulent l'essayer, ce héros est très représenté. Donc dans son side deck, c'est-à-dire les 20 cartes en plus des 60 qu'on a, on va potentiellement mettre des cartes qui sont spécialement adaptés contre ces héros nouveaux ou particulièrement puissants pour pouvoir adapter son deck face à ce héros avant de le rencontrer. Contrairement à d'autres tournois, d'autres jeux de cartes où en fait c'est uniquement après la seconde partie qu'on peut adapter son deck. Et pareil, je trouve que au-delà du mécanisme, c'est thématique.
Oui, je vois qui est en face de moi. Le ninja va pas attaquer tête baissée le mec avec un énorme marteau qui est 2 fois plus grand que lui, quoi. C'est plus simple. Enfin, c'est cohérent, quoi. Un truc qui est intéressant, on a parlé de l'achat des cartes à l'unité ou dans les extensions. Il y a 2 types d'extensions. Vous avez les History Packs et vous avez les sets de cartes. Et je trouve qu'ils font les choses très intelligemment parce que les sets de cartes vont concerner un sous-ensemble de classes. Typiquement, vient de sortir Heavy Hitters, qui concerne 3 classes, le guerrier, le gardien, les brutes, c'est-à-dire les gros cogneurs, c'est comme son nom l'indique. Moi, je joue ninja, je peux, et vous voyez que je l'ai fait, passer complètement à côté de cette extension. En revanche, ce que ça va changer, par rapport à ce qu'on a dit sur la méta, c'est que ça va renforcer les gros cogneurs, donc les gros cogneurs, si je joue en compétitif, je vais en rencontrer plus, et moi, à carte égale de ninja, parce qu'il y a une seule carte ninja qui est sortie dans le set. Il y a une carte ninja dans le set. Ouais. Je vais composer avec les cartes que j'ai déjà pour affronter ces nouveaux héros. Mais donc, je n'ai pas, fondamentalement, pas de rachat de cartes à faire. Et je peux passer... Parce qu'il y a une extension qui sort tous les trimestres à peu près. À peu près, oui, c'est ça. C'est à peu près une extension par trimestre, mais clairement, c'est la volonté de l'éditeur que tous les produits ne soient pas à destination de tous les joueurs. Et ce qui est vraiment bien. Très bien. Après, tout joueur un peu impliqué va quand même ouvrir toutes les extensions parce qu'il va faire du limité, donc des drafts ou du célèbre, parce que on va revenir sur ce que il va vouloir pour la collection, ce genre de choses, mais il n'y a pas le besoin impérieux de vraiment se tenir à jour comme à Magic où il y a un standard avec un format fixe de toutes les nouvelles extensions. D'autant plus que et j'enchaîne un peu, Flesh and Blood c'est pas un jeu qui a une rotation comme peut l'avoir Magic. C'est un jeu qui est assez récent, Flesh and Blood, ça a 5 ans. Et c'est pas arrivé en France il y a si longtemps que ça. C'est pas arrivé, ça commence à arriver en France il y a un peu plus d'1 an, je crois, 1 an et demi. Et donc oui, il n'y a pas de rotation dans le sens où il n'y a pas au bout de 2 ans le plus vieux set qui est sorti n'est plus valable. C'est pas une question d'âge. Par contre, ils ont mis en place un système qui s'appelle le Living Legend. L'idée, c'est que plus les héros vont gagner de tournois, quand ils vont gagner des tournois importants, donc pas le petit tournoi de boutique du soir en semaine, mais des tournois importants nationaux ou internationaux, ils vont gagner ce qu'on appelle des points de Living Legend. Et une fois qu'ils vont arriver à un certain seuil, donc c'est 1000 points, mais c'est un détail, ils vont partir à la retraite. Et globalement, ça veut dire que ce héros ne sera plus légal dans le format. Ça veut pas dire que ces cartes qui jouent ne seront plus légales, mais que le héros ne pourra plus être joué. Et peu de temps après, 1 ou 2 sets après, LSS va ressortir dans un set suivant un héros de la même classe ou le même héros un petit peu différent pour que les gens puissent le rejouer. Donc ça fait que les cartes ne sont plus obsolètes, elles vont peut-être l'être un certain temps, le temps que ça ressort. Le cours risque de baisser. Mais ça reste un cercle vertueux où on peut quand même se dire je vais jouer un héros et à la limite je jouerai l'autre héros de la même classe peut-être, ou alors je vais avoir de toute façon. C'est comme tous les TCG, une fois qu'on commence à monter des decks, on dit on a envie de tout jouer, c'est normal. Oui, mais alors moi j'arrive à il faut se restreindre. Mais il faut se restreindre. On va parler des questions de prix. Mais donc le héros, c'est une carte sur les 80, et d'ailleurs qui ne compte pas dans la limite des 80. Donc quand on dit que un tel Icelander est Living Legend, RIP. Toutes les cartes, alors Icelander c'est peut-être pas le bon exemple, quand on dit que, comment il s'appelle, le Oldhim est Living Legend, toutes les cartes Ranger... Oldhim c'est un gardien. Tu pensais à Alexis, je pense. C'est ce que j'ai dit, on reprendra la vidéo, mais j'ai dit gardien. Toutes les cartes gardiens reste légal, c'est juste on peut plus jouer ce héros, mais on peut jouer toutes les cartes avec un autre gardien. Et effectivement, Oldhim peut ressortir un peu nerfé. Si on revient sur le prix des cartes et le prix d'un deck, les cartes, on vous a dit que c'était un jeu de micro-avantage. Les cartes qui valent cher, déjà, sont des cartes génériques, c'est-à-dire qu'elles vont, la plupart du temps, qui vont pouvoir rentrer dans tous les decks. Donc il y a un investissement de départ sur ces cartes-là qui se fait une fois. Ensuite, on peut jouer entre amis avec des proxys et dans les tournois de boutique, etc. Même les tournois principaux. Moi, je t'ai déjà prêté des cartes. On peut se faire prêter des cartes. On peut, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter, jouer totalement gratuitement en ligne sur un site qui s'appelle Talishar. On mettra dans la description le lien. Où c'est pas un site qui est soutenu officiellement par l'éditeur, mais par contre qui est toléré par l'éditeur parce que ça fait vivre le jeu. Ça fait tester les mécanismes. Et qui est très utilisé.
Après, faut pas non plus se voiler la face. Compétitivement, Flesh and Blood, c'est un jeu qui est cher, comme tous les TCG, et c'est même pas dans la moyenne basse des TCG. Simplement, la répartition de prix est un peu différente. Après, pour découvrir le jeu, pour jouer entre amis, un deck de Blitz, c'est 12 €. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je trouve qu'il y en a qui sont bien faits. Il y a le produit qui est de Round the Table aussi, qui est une collaboration avec Tolarian Community College, qui est une chaîne YouTube, où c'est un produit pour joueurs multijoueurs, qui en termes de price points, je crois que ça vaut 60 €, c'est vraiment bien. C'est presque un jeu de société. C'est presque un jeu de société. En fait, c'est des decks préconstruits et on joue à 4 avec un système d'alliance. C'est ça, c'est un mode multijoueur avec de la politique, c'est très sympa. Ça s'éloigne un petit peu du Flash classique, mais c'est vraiment très bien. Ça permet de rentrer dans le système de règles. Et il y a des cartes vraiment sympas dedans. Après, effectivement, si on rentre dans le côté compétitif, un deck compétitif, c'est plusieurs centaines d'euros. Oui. Alors, je mettrais quand même, je mets un bémol. Comme c'est un jeu de micro-avantage, il y a certaines cartes qui sont très chères, qui peuvent être remplacées par des cartes à quelques centimes. Je prends l'exemple de la cross-trap et de la tunique. Moi, des match-up... Ça dépend des persos. Ça dépend des persos, mais mon ninja contre ton dash IO, je n'ai pas intérêt à jouer à la carte qui est 200 fois plus chère. J'ai intérêt à jouer la petite carte. En fait, ça dépend. Ça dépend aussi beaucoup du niveau du joueur. C'est complètement possible d'aller en tournoi avec un deck budget et de bien s'en sortir. Après, évidemment, dès qu'on commence à rentrer dans le jeu, dès qu'on commence à vouloir aller faire des gros tournois, on va vouloir avoir un deck compétitif et on va s'investir dedans. Mais à partir de à ce moment-là, en fait, on est déjà happé. Donc il y a plus trop d'arguments à faire. Et puis c'est un jeu qui a quand même une scène compétitive qui est bien fournie, qui est bien suivie par l'éditeur. Il y a des tournois à tous les niveaux, un petit peu comme pour ceux qui connaissent les tournois de Magic. Ça va du FNM du ce qui est le tournoi de quartier, aux régionaux, aux nationaux, aux Grands Prix, aux mondiaux. Et pour tout dire, c'est très soutenu par l'éditeur. LSS a dit en 2024 que le price pool total de l'ensemble des tournois qu'ils organisaient. C'est le budget, hein, c'est ça que eux vont consacrer au tournoi. C'est le price, non, c'est les récompenses pour les joueurs. D'accord. Les récompenses pour les joueurs, pas forcément juste pour le gagnant. C'est sur en général les places payées, c'est 64 ou 128 personnes sur les tournois à plusieurs centaines. Il y a 1 500 000 $ d'investis et je crois que le champion du monde cette année c'était genre 200 ou 300 000 il me semble. Là c'était à Barcelone les championnats du monde cette année et c'est un... Tu étais d'ailleurs? J'y étais, j'ai pas fait le main event mais j'étais. D'accord. Donc il y a vraiment ce qui intéresse c'est l'aspect compétitif, il y a vraiment une scène compétitive très développée et globalement c'est un jeu avec une communauté de beaucoup d'anciens gros compétiteurs de Magic qui sont venus jouer à Flash. Mais c'est une communauté qui est extrêmement accueillante, extrêmement bienveillante. On est allé dans des boutiques, les gens prêtent leurs jeux, mais y compris avec des cartes rares et chères, quoi. Et même moi, j'ai prêté des cartes qui étaient rares et chères. C'est dire si je suis sympa. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'était pas prévue. Alors, avec l'argent de Kofi, j'ai amélioré notre matériel. Moi, j'ai acheté beaucoup de cartes et on va organiser des choses, mais je peux en donner. J'ai beaucoup de doubles de cartes communes, y compris de cartes rares. Alors, cartes rares à Flash, c'est des zones communes Magic. Réellement, moi, je prépare des decks. On prépare chacun plusieurs decks. L'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir et de prêter un deck pour dire bah tiens, je vais te montrer comment ça marche. Et je peux donner des cartes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la communauté Flesh and Blood parce que la répartition de valeur dans un booster est extrêmement déséquilibrée. Les cartes types qui est monstrueux. Les cartes types est monstrueux et en fait, dans un deck comme ça, un deck de 80 cartes, il y a 60 à 65 cartes qui valent 5 centimes. Qui valent même pas 5 centimes. Qu'en général, n'importe qui sera prêt à vous donner. Pour peu qu'il ait les cartes. Et il y a quelques cartes qui vont valoir 20-25 balles pièce et il y a quelques cartes qui vont valoir 70 balles pièce. Et il vous en faudra une. Alors, il va être le temps de conclure cette introduction et je veux conclure par deux questions. C'est pour qui est Flesh and Blood et pour qui n'est pas Flesh and Blood. Alors, pour qui est Flesh and Blood? Déjà, pour ceux qui veulent jouer à un jeu de cartes à collectionner compétitif. Et c'est vraiment pas tout le monde. C'est en tout cas pas l'Orcana. Et pas les joueurs de l'Orcana aujourd'hui. Donc il y a pour ceux qui valorisent dans un jeu de cartes à collectionner un gros côté immersif et c'est de plus en plus mon cas. Et c'est vraiment ce qui m'a sorti de l'Orcana dès la première partie quand j'ai vu Scar à côté de Cendrillon. Voilà, ça m'intéresse plus en fait. Et d'ailleurs à noter
que les cartes les plus chères ne sont pas liées à leur rareté comme à Pokémon, mais à leur compétitivité. À leur rareté aussi. À leur rareté, mais à leur puissance. Donc c'est un jeu vraiment compétitif. C'est un jeu qui est relativement récent, donc on est dans un stade où il n'y a pas énormément de cartes par classe, comparé à Magic où j'ai l'impression qu'il y a 2000... Moi je rentre dans certaines boutiques spécialisées dans les cartes Magic, je ne comprends plus par où commencer. Surtout que Magic, ils se sont mis à sortir 25 produits par an. Et puis maintenant, ils sont dans les licences Seigneur des Anneaux, Warhammer 40 000, machin genre, Doctor Who. Enfin, je sais même pas ce qui est compatible avec quoi. Ici, vous jouez Ninja, vous avez un ensemble de sets sur lequel travailler, et Heavy Hitters, vous pouvez passer. Voilà, c'est simple. Et malgré tout, on a insisté sur les aspects prix. Vous pouvez jouer gratuitement en ligne. Et ça, il y a quand même beaucoup de joueurs sur BGA. Un joueur peut dire, au lieu de BGA, je vais sur Talishar et je joue gratuitement en ligne avec toutes les cartes. Je fais tous les decks, je peux tout essayer. Et ça, je connais pas ça sur d'autres TCG en fait. Ça a globalement existé de façon assez générique sur la plupart des TCG. Après, est-ce que c'est autant utilisé que sur Flèche ou c'est extrêmement répandu de le faire? Je sais pas. Alors, pour qui ça n'est pas, c'est pour les gens qui sont allergiques au TCG et vous avez d'ailleurs, à ce moment de la vidéo, vous avez déjà décroché, voire vous n'avez pas cliqué sur la vignette, c'est pas bien. Vous êtes allergique à l'anglais. Alors moi je dis que c'est quand même un problème. Il y a des traductions, pas forcément toutes les extensions, et les traductions sont aléatoires. Oui, c'est-à-dire que Google Translate. Voilà, j'entends des manifestations contre les IA, mais il faudrait déjà que les humains fassent correctement leur boulot, et ensuite on en reparle, quoi. Il y a eu des efforts de traduction sur certains sets, donc on avait tendance à dire que ça allait vers le mieux du côté de la traduction française de Flèche, mais pour le coup le dernier set qui vient de sortir nous dit un peu le contraire, donc c'est un peu dommage, et globalement l'ultra majorité des joueurs jouent avec des cartes en anglais. Oui. Après vous avez aussi un ensemble de ressources, que ce soit des chaînes pour se tenir informé, etc., qui sont essentiellement en anglais. Alors pour qui c'est le jeu, avant de dire pour qui ça n'est pas, j'oubliais une chose, c'est un jeu qui va demander, indépendamment de l'argent, un investissement en temps. Moi, typiquement, je regarde à peu près tous les jours une vidéo de 10-15 minutes sur une chaîne dédiée à Flesh and Blood, sur le ninja. Et c'est le minimum. Et vous surveillez la méta, vous regardez des émissions sur les compositions de deck, vous passez beaucoup de temps à trier des cartes quand vous ouvrez des cartes. Toi, tu achètes à l'unité, mais moi, ça me prend quand même pas mal de temps. Et en fait, vous passez du temps à construire les decks. Il y a des sites qui aident, et tout ce temps-là, en fait, c'est pas du temps, ça fait partie du jeu. Mais c'est un lifestyle, quoi. C'est un lifestyle hobby, de toute façon. C'est un TCG, donc les gens qui ont déjà goûté un TCG le savent. C'est autant de plaisir, quoi. Autant de temps passé à réfléchir au jeu qu'à y jouer. Voilà. Et ça, par exemple, cette deckbox, elle est rouge parce que c'est pour faille, et les couleurs de faille, c'est plutôt dans le rouge. J'ai la deckbox jaune pour Dorinthea parce que alors ça, c'est juste parce que Joël est bizarre. Hein. Bon, me dis pas que... Attends, t'as tous les trucs. J'ai imprimé sur mon imprimante 3D le truc... Enfin, voilà. Attends, ça c'est à toi ton Go Again, là, en métal bien lourd. Me la fais pas. Donc, il faut parler anglais. Il faut pouvoir s'investir financièrement en temps, on l'a dit, et je dirais que c'est vraiment pas pour les enfants. Alors ça dépend en fait du design de certaines classes. Je dirais que le guerrier, il n'y a pas de problème, mais l'assassin par exemple, les images, elles sont trashissimes. Ça reste du jeu mature, c'est pas non plus... C'est 16 ans de plus, moi je dirais 14 plus, hein. J'irais plus sur 14 plus, mais clairement l'Orcana, quoi. Voilà, l'Orcana, vous jouez, mais même Magic quelque part, vous pouvez jouer avec des enfants. Oui. Mais voilà, il n'y a pas de warning, attention, ça va être violent. Là, vous tombez sur les decks Shadowrun Blade, Shadow Brut et Assassin, c'est sanguinolent. Enfin, je ferai des inserts à partir de maintenant. C'est trash. Et les 3 enfants qui regardent. Voilà. Il n'y a personne en dessous de 25 ans qui regarde, hein, je crois. Non. Ok. Ça conclut notre premier épisode. On va se retrouver dans un épisode suivant. On va zoomer un peu plus dans les règles et éventuellement montrer un exemple de quelques tours de partie pour que vous apprendiez mieux le jeu. Au revoir.